me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de Le Grand Pop. On est de retour pour vous parler d'animation japonaise. On a décidé de couper cet épisode en deux pour des soucis de confort pour vos oreilles. Voilà, si vous jamais vous nous écoutez en train de courir comme ça vous évite de vous préparer pour un marathon. Voilà, vous pouvez faire votre petite 10 km tranquillement. Je suis toujours flegmatique et pour m'accompagner dans cette seconde partie, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours accompagné de notre tortue géniale Menro. Bonjour Menro. Hello, salut à toutes et tous. Et pour compléter ce trio, il fallait évidemment notre Webmaster Otaksu. Bonjour. Ah, Genkile. Et bien donc on est parti, on va enchaîner tout simplement pour cette deuxième partie et il me semble que c'est encore à Menro de reprendre. Je vais vous le faire un petit peu roleplay. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? J'ai un trou... Ah voilà. Il scroll, ça arrive. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Si j'avais le générique, je te le chanterais, mais ça commence par Enfant du soleil, tout ça. Voilà, c'est le petit texte qui est lu au départ du générique, donc des mystérieuses cités d'or, saison 1. Et nous ne parlerons pas ici des saisons 2, 3 et 4 qui ont été faites 30 ans après. Pourquoi est-ce que je veux vous parler des mystérieuses cités d'or? Ah, c'est une saison, donc il y a une seule saison. Ok. C'est 230 épisodes. Non, il y en a 26. Mais Ulysse, c'est pareil, il y a 26 épisodes. Hein. C'est des trucs, il y a une saison, 26 épisodes, ça se regarde très rapidement, comme même Cobra. Si le rythme est long. Comme Cobra, dont j'aurais pu parler aussi aujourd'hui. Donc c'est une adaptation, peu de gens le savent, Les Cités d'Or, c'est une adaptation d'un roman. Un roman de Scott O'Donnell qui s'appelle La Route de l'Or. Alors, c'est une adaptation libre, c'est-à-dire qu'on a repris le cadre d'un enfant espagnol qui va être catapulté pendant les conquêtes des conquistadores en Amérique du Sud, au moment où les Espagnols vont aller piller tout le pays d'Amérique du Sud, toutes les civilisations andines et précolombiennes. Et du coup, c'est l'histoire de ce petit garçon-là qui s'appelle Esteban. Ça s'arrête là. Après, la série va, elle, raconter sa propre histoire et notamment faire un énorme apport de fantastique, voire même d'ésotérisme, directement dans cette espèce de roman d'aventure initiatique où on a 3 enfants stars. Donc le fameux Esteban qui est censé être le fils du soleil, et dès qu'il il le souhaite, il peut faire apparaître le soleil même quand il pleut. Voilà, donc les religieux espagnols en font leur chou gras au début, et après ça va avoir d'autres incidences évidemment, puisque la plupart des temples aztèques, incas ou mayas qui vont être traversés auront tous des mécanismes de la mort avec des trucs que quand t'appuies, t'as les pierres qui se bougent dans tous les sens avec une musique monumentale. Vous l'avez compris, ça a beaucoup marqué mon enfance. J'ai l'impression d'entendre un espèce de... ton imaginaire d'Indiana Jones, mais rapporté à un animé. Mais c'est exactement ça. Alors on est sur le même genre de production que Ulysse. On est encore chez Jean Chalopin. On est encore dans cette espèce de mélange de coproduction japonaise et européenne. Il y a une prod italienne, je crois d'ailleurs, là-dessus. Et donc vraiment, on va suivre ces 3 enfants-là. Et en fait, je me le suis noté, c'est une fiction historique. Qui vont voir ces 3 enfants perdus dans l'immensité de l'Amérique du Sud au crépuscule des civilisations Inca, Aztèques et Maya. Donc on a vraiment ce côté où on a la fin d'un monde, et ça va aussi raconter l'histoire de la fin d'un monde, mais un autre imaginé. Et c'est ça que je vais vous expliquer, c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'en gros on a donc ces 3 gamins, donc il y a Esteban dont je vous ai parlé. Ils vont rencontrer très vite dans le bateau qui l'amène en Amérique du Sud. Il va retrouver, donc c'est des orphelins, il va tomber sur une petite fille Inca
qui s'appelle Zia, qui a une capacité, c'est la seule à pouvoir lire des quipus. Les quipus, c'est là-dessus qu'écrivaient les Aztèques, il me semble, ou les Incas, je sais plus, excusez-moi, voilà, je mélange un petit peu là. Et en gros, c'est des cordes tressées qui vont... c'est un langage écrit, entre guillemets, qui existe, on a des traces de ça. Et donc c'est la seule qui est encore capable de le lire, et donc elle a été kidnappée par les Espagnols pour pouvoir lire ça, parce que les Espagnols sont à la recherche de la mystérieuse cité d'or. Des mystérieuses cités d'or, exactement. Et sur la route, ils vont faire une escale au Galapagos, et là-dessus, ils vont tomber sur... Ok. oui. C'est moyen sur la route quand même. Oui, mais parce qu'ils sont pris dans une tempête. Tout ça. D'accord. Et donc ils sont déportés, ils arrivent au Galapagos, ils vont dépasser le Cap Horn après, il y a plein de trucs. Et ils arrivent chez un mec qui vit tout seul dans son île, et c'est un descendant de l'Empire de Mu. L'Empire de Mu, c'est censé être un supercontinent d'avant le déluge. L'Empire de Mu. Pardon. Qui est censé être donc un supercontinent, une superpuissance d'avant le déluge, un peu comme l'Atlantide. Et donc ça raconte en fait comment l'Empire de Mu et l'Empire de l'Atlantide se sont tapés sur la gueule et se sont annihilés et ont créé le déluge qui après a généré l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît. Je pensais que c'était Dieu qui avait fait le déluge. Et ben voilà. Ouais. Et donc il y a... Chez Dieu, chez. Donc voilà, les cités d'or, c'est la magie solaire, c'est la maîtrise de la fission et la fusion nucléaire déjà dans l'époque ancienne, et c'est donc comment est-ce que des gens vont... les Mayas, les Incas, les Aztèques sont les héritiers de ce savoir ancestral, et comment à travers leur histoire et leur culture on va redécouvrir ce passé mythique imaginé qui fait appel aux anciennes civilisations. Donc c'est un truc moi qui m'a passionné dès le plus jeune enfance. Et qu'on retrouve aujourd'hui à 4h du mat quand t'es un peu bourré. Ouais, mais là, pas pour d'autres raisons, c'est d'autres trucs. Mais... Et du coup... avec l'Égypte. Parce que le cadran, en fait, mais oui, tout à fait. Il a été fait avec des outils qu'on n'a pas et qu'on n'a pas retrouvés. Tu vois. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas vrai. C'est de la caricature. Et donc du coup, on a ces trois gamins qui sont un peu perdus au milieu de la grande histoire. Et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que tout est vécu à hauteur d'enfant. Et tout ce qui se passe, les génocides et tout ça, on les a pas, évidemment, c'est hors champ, mais on les comprend quand même. On le comprend à travers le parcours des héros. Et voilà, dans les trucs hyper marquants dans l'esprit, il y a ce fameux condor géant en or qui marche à l'énergie solaire. Il y a un bateau, le Solaris, pareil, qui marche à l'énergie solaire et qui peut renvoyer, concentrer les rayons du soleil pour faire cramer les bateaux espagnols ou portugais. Et on croise plein de figures, un petit peu comme dans l'Assassin's Creed, des figures réelles, mais qui ont été romancées. On croise Herman Cortés, on croise, comment il s'appelle, Pizarro, on croise tous ces personnages historiques, et on va traverser donc les trois cultures principales d'Amérique du Sud à la recherche de ces cités d'or. À la fin, je spoilais un petit peu, il les retrouve une sur les 7, parce qu'il y en a 7 aux 4 coins du monde, et on en retrouve une, évidemment, elle va être détruite, et surtout on retrouve une race qui s'appelle les Olmecs, qui au lieu d'être une civilisation précolombienne, ils en font une espèce de truc un peu extraterrestre, un peu chelou, héritier donc des fourmis vivent sous terre. Comme tu vas dire dans le 4e épisode d'une fameuse saga d'aventure où j'ai ils pas osé vont faire la recherche d'Eldorado, tout ça. Il y a plein de choses. Et donc voilà, ça raconte tout ça. Ça le fait de manière assez géniale. Et moi je me souviens le côté des mécanismes cachés dans les temples où tu appuies sur un bouton et il y a les dalles qui se mettent à bouger, tu as un masque de jade qui sort et à travers le masque tu vois une map la quête au trésor à l'absolu, comment est-ce que je peux derrière ne pas être fan d'Indiana Jones et de tout ce qui a suivi, et donc la bande son est incroyable, les musiques sont hyper enivrantes, donc on a un mélange de musique assez moderne et de musique hispanique ou sud-américaine avec des flûtes de pan et ce genre de trucs, et surtout à la fin de chaque épisode, il y a un mini-documentaire. Est-ce que c'est comme ceux à la fin de Sonic où ils te faisaient une petite morale, la petite morale de merde. Non, les justement. Les enfants, ce n'est pas bien de jeter ces déchets par terre. Winners don't do drugs. Non, justement, c'est un vrai documentaire historique et civilisation. C'est pas du tout un truc de morale. C'est dit à chaque fois par la voix emblématique de Jean Topard. Jean Topard, acteur et comédien de cinéma, de télé, de théâtre, membre du TNP avec Jean Villard et Gérard Philippe. D'ailleurs, tu l'as pas dit, arrête-moi si je me trompe, mais est-ce que dans Ulysse 31, la voix de Ulysse,
c'est pas déjà Richard Darbois, ou je dis de la merde. Je ne crois pas que ce soit Darbois, mais c'est Mince. une voix qui résonne très. C'est un doubleur très très connu. Bon, bref. Et là, le Jean Topard, c'est notamment le narrateur dans Rémi sans famille, dans Belphégor, mais aussi dans Brisby ou dans La planète au trésor. Ah, Brisby. Voilà. Donc cette voix-là, hyper emblématique. Alors que ces documentaires, ils sont géniaux parce que quand on nous dit, ben voilà, là, si tu vas sur le lac Titicaca et que il y a un temple caché à l'intérieur, que quand tu appuies dessus, tu trouves le parchemin pour machin. Non, là, le documentaire, il te dit. Il y avait le rite traditionnel, un cas qui te racontait que il y avait un mec couvert d'or qui allait dans l'eau et donc du coup l'eau se répandait et donc du coup c'était une grâce donnée au dieu Viracocha. Enfin voilà, il y a tout un tas et ça te remettait du contexte dans le truc. Et il y avait c'était vraiment un truc qui était attendu avec mes potes ou comme ça. C'était pas un truc rébarbatif qu'on se tapait à la fin de voilà. Donc les cités Ils ont d'or réussi à vraiment rendre attrayant l'aspect éducatif des choses quoi. Ouais, surtout que après le reste c'est très fantastique. Hein, donc, mais vraiment, et puis il y a toutes ces époques là où il y a la poussée des conquistadores, il y a le reclus petit à petit de chaque civilisation. Qui est quand on arrive et les différences entre elles. Tu vois, même si moi aujourd'hui je les ai un peu mélangées. Mais les Mayas qui ont disparu, qui étaient plutôt dans la jungle, ou les Incas qui sont en haut des montagnes, les Aztèques qui sont dans les grandes plaines, et tout leur empire qui a été mis au sol. Et donc du coup, voilà, ça raconte quelque chose en fait. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je conseille et que j'ai adoré les Cités d'Or quand j'étais enfant. Bravo, mais ça donne envie. Moi, c'est vrai que c'est encore comme Ulysse, c'est toute une période que je n'ai pas connue ou des choses que je voyais un petit peu de loin et qui, encore une fois, me donnait le cafard. Je sais pas pourquoi ce type d'animation, j'ai jamais pu m'y faire, mais... Je pense que c'est parce qu'on a été d'une génération où les couleurs étaient beaucoup plus vives, où les actions étaient un petit peu plus... Non, comment dire moi, c'était vraiment le Kara design. Je sais pas, il y a un truc où Après, ouais, derrière, moi, on reprenait l'esthétique beaucoup plus manga, avec des traits beaucoup plus anguleux, verticaux, etc. C'est pas du tout... la même logique. Je vais faire comme toi. Je vais introduire mon prochain sujet avec un espèce de poème comme ça, mais je vais le faire de tête. Ça commence par. Merde, j'ai un trou. Je me l'étais fait. Je me l'étais fait juste avant en tête et j'ai un trou. C'est comme moi quand je scroll tout à l'heure et que j'ai la pub, le pop-up qui vient pendant ma lecture. Je suis là, non, les gars, merci. Donc ça commence par en avant. Il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et capturer la victoire. La victoire. Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une frappe, un crochet, et on a marqué. Olivier Tom, ils sont toujours en forme. Captain Tsubasa, Voilà. Captain Tsubasa. Oui, mais voilà. Non, mais voilà. Moi, c'était voilà. C'est de la même manière que je me suis mis à Yu-Gi-Oh parce que je jouais aux cartes, ou je me suis mis aux cartes parce que je jouais à Yu-Gi-Oh, j'en sais rien. Olivier Tom, raconte l'histoire de quand j'étais gamin, et quand t'es gamin à la campagne, et que tu dois choisir un sport, tu le choisis plus ou moins. C'est-à-dire que c'est souvent ou le foot. Voilà, et donc voilà, tu t'y mets à 6 ans, comme un petit peu tes potes d'école, comme un petit peu tes voisins, et donc qu'est-ce qui faisait que parmi la trouzaine d'animés de sport, pareil, de shonen de sport japonais, qui est le premier qui arrive chez nous? C'est celui qui parle de foot, évidemment, c'est pas celui qui parle de tennis ou de baseball ou de je ne sais quoi. C'est celui-là qui était diffusé tous les midis sur Midi les Zouzous. Oui, moi, je l'ai connu dans une autre diffusion avant. Moi, c'était ça, il y avait ça à l'époque. Je l'ai connu sur la 5. Moi, je n'étais pas externe, je n'étais qu'un pauvre demi-pensionnaire qui devait aller manger à la cantine tous les midis. Donc pour moi, Olivier Tom, c'était le mercredi midi. Ce qui était pas hyper pratique quand tu voulais suivre ce qui se passait, parce que je pouvais regarder qu'un épisode par semaine. Voilà. Donc quand tu as l'épisode du début du match ou de la fin de la première prolongation, et qu'en fait ça fait match nul et que tu as la suite, mais que tu vas la rater parce que toi, c'est que dans une semaine et que tu auras raté 5 épisodes, c'est un peu compliqué à suivre. Et pourtant, il y a eu tellement de diffusions, de rediffusions, etc., que tu arrives à assembler un petit peu les pièces du puzzle, comme ça, le début de la série, la fin du tournoi, le milieu, l'entraînement, etc. Et tu arrives à avoir cette galerie de personnages qui
C'était surtout ça, Olivier Tom, en fait, pourquoi ça plaisait autant, c'est que c'était un dessin animé de personnages, c'est-à-dire que t'avais évidemment Olivier Hatton, qui était du coup Ozora Tsubasa. Bon, forcément, nous on avait vraiment que les noms français, et moi c'est ceux que j'ai gardés, c'est ceux qu'on gardait à l'époque quand on jouait, que ce soit dans le jardin, dans la cour de récré, on prenait chacun les noms des personnages du dessin animé, parce que tout le monde trouvait d'une façon ou d'une autre le moyen de regarder ça. Donc t'avais Thomas Price dans les buts, Ben Baker qui comme lui était un enfant qui venait, comme Olivier qui était un enfant qui venait d'un autre coin, donc il arrivait d'un collège d'à côté, donc très vite ils devenaient potes parce qu'ils avaient un truc en commun. Il y avait Bruce Harper qui faisait aussi partie de l'équipe, et de l'autre côté t'as Mark Landers avec son gardien à lui, Ed Warner, et après au fur et à mesure des saisons tu te retrouvais à découvrir les autres personnages, les autres numéros 10, les autres joueurs emblématiques des autres équipes. Il y a eu Danny Mello qui était le numéro 10 de... J'ai oublié les noms, mais les équipes étaient... chacun incarnait une équipe, et avec des trucs improbables, évidemment, les jumeaux d'Eric qui te faisaient la catapulte infernale où ils se propulsaient les uns sur l'autre pour aller faire un coup de tête gagnant. Ed Warner, le gardien karatéka. Oui, non, mais ils étaient tous plus ou moins ça. C'est-à-dire que même il était même tellement imbattable que à l'arrivée, il y a quand même un match où ils sont 10 de l'équipe à aller tacler le ballon au fond du but pour le mettre contre lui, parce qu'en gros, il fallait être 10 pour réussir en même temps pour réussir à lui mettre un pion, et que quand Mark Landers, c'était un peu une tête brûlée qui s'était fait virer de l'équipe, que la meupette, ils sont égalité, le ballon il arrive à Ed Warner qui est dans les buts, il dribble toute l'équipe et il va marquer son but lui-même, parce qu'il a beau être gardien, c'était le mec le plus technique de tout le monde. C'est le football avec des jutsu. Ouais, non mais c'est ça, et que lui c'est le meilleur gardien du Japon quand même, il a 11 ans, et qu'à l'arrivée on te fait, ils progressent, ils vont du championnat régional à national, ils te font la Coupe du Monde, parce que les joueurs grandissent aussi au fil des saisons, et le Japon devient la meilleure équipe junior du monde, ce qui n'est évidemment jamais arrivé, et que quand ils jouent contre les autres pays, contre les autres nations, les mecs ont des noms complètement caricaturaux. Eric, François. Je me souviens plus comment s'appelait le numéro 10 français, mais il avait un prénom tellement français mais qui n'existe pas, c'est-à-dire il arrive en cheval en calèche quoi. Et c'était l'allemand aux cheveux blonds avec les yeux bleus. Ouais, non mais voilà, c'est ça, ils avaient tous des grandes crinières et tout, enfin voilà. Et c'est encore une fois quelque chose qui a tellement dépassé le cadre du dessin animé, et que même ses défauts les plus marquants, à savoir le fait qu'il se passait rien, que un match ça durait 8 épisodes, le terrain de foot faisait 10 km. Voilà, le terrain de foot ovale, on a tous cette représentation là où c'est vraiment, t'as l'impression que c'est la terre qui courait pendant 8 plombes pour faire 2 mètres, les mecs bloqués l'un face à l'autre à essayer de se dribbler et à pas avancer, Olivier qui a tout le temps un pet de travers mais qui arrive à faire des retournées acrobatiques de 12 mètres de haut, les mecs qui te font des tirs de leg qui transpercent les filets, le ballon qui devient une ogive, qui se transforme, il devient comme une espèce de U, ou pareil, pour battre le gardien ils s'y mettent à 2, c'est-à-dire t'as et Ben Baker et Olivier qui tapent dans le ballon, du coup ça fait x2, non mais c'est double shot. C'est ces trucs qui paraissent évidents aujourd'hui. C'est vrai que tu regardes des trucs genre Prince of Tennis, ou je sais pas quel ça va encore plus loin. Quel shonen de sport, ou c'est over the top. Et c'est pareil, c'était aussi ma découverte de ça, c'est-à-dire le côté shonen, Yu-Gi-Oh, mais appliqué à un sport où les mecs faisaient des choses impossibles et ils avaient ton âge, c'est-à-dire que toi-même sur le terrain t'étais là, je peux le faire, je peux aussi me défoncer, et il y avait cet esprit d'équipe et cette culture quand même malgré tout de l'individualisme, parce qu'un mec à lui tout seul pouvait retourner la partie, et clairement t'avais 8 plots, le gardien qui était souvent un peu emblématique, le numéro 10 et un autre mec qui était là, souvent le numéro 9 parce qu'il fallait bien quelqu'un qui faire la passe, mais t'avais pas une action qui se terminait normalement, c'était toujours 28 dribbles, un centre fait en retournée acrobatique et la tête pour faire une tête à un autre qui rebondit sur le poteau, qui la récupère de volée, qui l'envoie de l'autre côté, enfin tu l'as dit, les gardiens qui s'appuient sur les poteaux pour aller plonger pour prendre le ballon de l'autre côté, enfin c'était tellement improbable que du coup à chaque match tu te demandais, mais encore un peu comme au Yu-Gi-Oh d'une manière générale, mais c'est le propre du shonen quoi, ou qu'est-ce qu'ils vont imaginer de plus fou sur le prochain match quoi, et voilà, c'était juste le plaisir de s'imaginer être sur le terrain en train de faire la même chose, alors que toi pas du tout, tu galérais à faire 3 jonglages, enfin voilà. Tout ça c'est le tir de leg là, le scorpion là, ça ne marche pas. Et alors non, c'est très rigolo, moi j'ai un vrai truc comme ça ça me fait penser, mais dans quel match de football
de poussins ou de minimes, Oui. il y a autant de public. Oui. Et t'as le commentateur. Le commentateur. Qui est toujours le même, qui commente le truc à chaque fois. Et surtout, moi, ce qui me flinguait, c'était que l'arbitre servait à une chose, à siffler la mi-temps et la fin du match. T'avais des gamins qui se faisaient mais désosser sur des tacles à la gorge et tout. Ouais, ça joue et tout. Et de l'autre côté, t'as des trucs improbables du style le ballon qui fonce vers le but vide et qui... Évidemment, la course du ballon dure pendant 8 heures. Et au moment où le ballon va arriver dans le but, l'arbitre qui regarde sa montre et qui siffle avant que le ballon rentre pour dire bon ben voilà, le match il est fini. Le ballon il rentrait. Non mais non, c'est fini, j'ai sifflé. Des trucs qui n'existent pas. Tu sens complètement que il y a un mépris des règles les plus élémentaires absolues, quoi. Mais c'est ça qui faisait la beauté du truc, c'est que c'était complètement improbable, quoi. Et il y a un autre truc aussi que les gamins s'en rendaient pas compte, mais quand tu regardes avec des yeux d'adulte, ça te fait quand même un petit peu sourire. Tu vas parler de Roberto? Je vais parler de Roberto, le mentor. Le mentor. Alors si tu veux le faire, si t'avais prévu de le faire, je te laisse le faire. Bah oui, Bah, le mentor brésilien de Olivier, hein, et puis tout d'un coup, voilà, qui est souvent là à la maison pour coacher Olivier, même un peu dans sa vie de tous les jours, son entraînement, etc. Et puis un jour, Olivier, il se lève le matin et fait ah Roberto, tu es déjà là. Oui. On rappelle il était avec maman célibataire. Que la maman, voilà, que papa, il est, mais non, il est pas parti, il est pas sur un bateau, je sais pas quoi, non, je sais plus. C'est pas genre le père absent, mais qui bosse, quoi. C'est pas une histoire de il l'a quitté ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a des choses évidemment qui prêtent à sourire et bon, c'est complètement over the top, tout le monde connaît maintenant, mais je sais pas, moi je garde une tendresse pour ça et j'ai réussi. Il y a eu une nouvelle version qui est sortie il y a pas très longtemps où justement ils enlevaient un petit peu le côté filler, ils arrivaient à condenser beaucoup plus ça pour rendre ça beaucoup plus digeste, ouais, voilà. C'était assez compliqué d'ailleurs pour moi de regarder ça. C'est beaucoup une version vraiment. J'ai regardé en japonais sous-titré avec les vrais noms japonais des mecs et j'étais un peu perdu. Et où ça passait sur ADN et ils l'ont enlevé de leur service. Donc j'ai juste vu une quinzaine d'épisodes. J'ai pas vu la fin. Et il y a eu des saisons après avec les Olivier, les Marc qui allaient dans des grands clubs européens où ils avaient européanisé un peu le truc et tout. Mais ça perdait l'essence même c'est des gosses qui font des trucs improbables, c'est suivi par beaucoup trop de monde et juste voilà ce plaisir de faire n'importe quoi sur le terrain. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a forcément beaucoup marqué. Il y a une épicerie de produits de la Provence qui s'appelle Olivetin. Oui. Rue Quincampoix à Paris. C'est voilà. pas mal du tout ça. J'aime beaucoup le jeu de mots. Les vitrines magiques. Otax enchaîne. Oui, je vais enchaîner avec Genshiken. Alors là, je ne saurais même pas vous dire où vous pouvez trouver l'animé parce que je crois qu'aucune plateforme française ne l'a jamais signé. C'est clairement fantrad absolu. Même les mangas, ça a été édité par Kurokawa à l'époque. Évidemment, ça a fait un four parce que personne ne connaissait. Moi, je les ai tous, mais je ne vous les prêterai pas. Mais pour vous expliquer ce qu'est Genshiken, en fait, c'est une œuvre de Kyo Shimoku, Shimoku Kyo pour les puristes, qui est un auteur qui est connu pour globalement super bien relater la vie, la vraie. C'est-à-dire que un de ses mangas les plus connus, il suit le parcours d'une femme enceinte, quoi, avec vraiment toutes les problématiques qu'il y a dedans. Mais celui-ci, c'est Genshiken. Donc Genshiken, en fait, c'est le nom d'un club d'études dans un lycée. C'est en japonais, alors c'est Genkai Kyoku, je sais plus quoi, mais ça veut dire littéralement le club d'études de la culture visuelle moderne, raccourci en Genshiken du coup. C'est Community. C'est Community. C'est plus ou moins Community en vérité, mais imaginez Community dans le monde des otaku. En fait, on a dans ce nouveau lycée un mec qui arrive, s'appelle Sasahara Kenji, qui est un gars un petit peu basique, quoi, juste fait pas de vagues, tout simple, tout mignon, mais qui est otaku, mais ne l'assume pas véritablement. Et il se retrouve inscrit à moitié forcé dans le Genshiken, le club d'études de la culture visuelle modèle, où globalement c'est 4-5 otaku qui utilisent le budget du club pour faire un petit peu ce qu'ils veulent, qui sont, excommuniés quelque part de la communauté du lycée entier. Des otaku, quoi. Des otaku, voilà. C'est là où on comprend vraiment que otaku, en japonais, c'est pas un terme vraiment reluisant, c'est clairement péjoratif, quoi. Des mecs paumés dans la culture manga animé, etc., etc. Mais c'est l'occasion pour Shimoku Kyo d'explorer vraiment ce qu'est la culture otaku. Donc du coup, tu vas avoir
un gars qui évidemment a été une énorme inspiration pour moi, ultra fan de jeux de combat. Donc tu vas le suivre sur des tournois, tu vas le suivre sur comment il s'entraîne. On va avoir un gars qui est un énorme fan de cosplay. Donc comment il fait ses cosplays, comment il les coud, etc. De Gunpla, donc comment il les monte, ces figurines de Gundam Wing qu'on doit vraiment assembler tous. Et comment en fait une bande quelque part d'asociaux se crée sa propre communauté, arrive à créer des liens d'amitié. Et on a aussi au milieu de tout ça en fait une jeune femme qui est amoureuse d'un de ces gars-là, qui est en fait un ami d'enfance, évidemment le grand cliché de l'ami d'enfance, sauf qu'elle n'avait pas tout à fait prévu que cet ami d'enfance devienne un énorme otaku alors que le gars est beau gosse as fuck. Donc elle va essayer de quelque part s'immiscer dans le club à la base pour essayer de le faire virer et qu'elle l'ait que à lui. Mais finalement, vu qu'ils s'entendent juste humainement au-delà des amours, elle va elle-même s'initier à la culture otaku, comprendre ce qui va se passer. Donc c'est pour un manga qui, enfin ou un animé plutôt, mais aussi un manga qui pour un petit ado comme moi qui a grandi au moment où la culture otaku était juste conspuée et tu te faisais défoncer, a été quelque part un peu mon petit cocon chaud de je suis pas tout seul quand bien même je me sens un petit peu tout seul. Et c'est aussi l'occasion de découvrir ce qu'est vraiment la culture otaku au Japon. Donc tu vas faire des tours d'Akihabara, tu vas voir tout ce qui est le Comiket avec tous les dojinshi, etc. Il y a vraiment une belle galerie de personnages, une belle, j'ai envie de dire, part d'humanité, quoi, où tu vois vraiment des gens différents, avec des passions différentes, avec des sensibilités différentes. Tu vas avoir des gars ultra extravertis autant que des gars ultra timides. Et Kyoshimoku a été au-delà de ça en prime, puisque là où le Genshiken se focalise surtout sur un groupe de 4-5 mecs, on a après une seconde saison qui va aller du côté des Fujoshi, donc les pendants féminins des otaku, avec tout ce qui est la culture des boy love, donc les yaoi, les histoires les idols, homosexuelles, fantasmées pour les trucs comme ça. Et c'est vraiment un acompte honnête de ce qu'est vraiment la culture otaku au Japon. Donc vraiment de l'air frais, parce que là où on a tendance soit à le conspuer en termes de grand public, même au Japon, soit de transformer ça en un super-héros dès que tu vois un otaku dans un animé. Là, c'est voilà, des mecs qui galèrent, qui prennent un métro où il y a plein de gens qui suent dedans pour aller au Comiket où faut se lever à 7h du mat juste pour choper une carte brillante, machin. Et ils sont en train de kiffer. Et t'es en train de kiffer avec eux, quoi, tu vois. Et tu trouves cet aspect communautaire qui peut te manquer quand tu aimes cette culture à un certain niveau, quoi. J'aurais juste une question, si pour le coup, même encore, enfin, maintenant c'est compliqué de se le procurer et tout, t'as découvert ça comment à l'époque? Encore une fois, c'est la fantrad, hein. C'est qu'il y a eu une première adaptation animée qui couvre plus ou moins 4-5 tomes de mémoire, ouais, 4 tomes du manga original. Il y a eu un sorte de rajout en OAV qui permettait de finir un peu les choses, mais il n'y a pas eu, hélas, le Genshiken Second Season, comme on l'appelle dans la traduction américaine, avec les Fujoshi, etc. Ce qui est dommage, mais voilà, ça fait partie de ce moment où, là où j'ai grandi, où il y avait une vraie vague de slice of life, donc des tranches de vie, et on pouvait vraiment trouver ces choses vraiment touchantes, vraiment superbement bien écrites. Et faut voir aussi que Shimokukyo, quand il te dessine une page, c'est détail sur détail sur détail sur détail, hein. Il n'y a pas un panel blanc à la con au milieu. Quand il te parle d'un jeu vidéo, il peut pas forcément en parler vraiment, mais parce que les droits, etc., tu peux pas forcément déconner, mais tu comprends assez pour retracer. C'est comme ça que j'ai découvert Guilty Gear, par exemple, qui est mon jeu de combat de cœur aujourd'hui. Et c'est vraiment surtout une espèce de... Si t'aimes ce truc-là, imagine qu'en fait, cet univers, il y a 20 trucs derrière, quoi. Et si tu veux creuser, vraiment, creuse. Si tu veux te faire des amis, oublie pas aussi d'être honnête avec toi-même, ce que t'aimes, tu l'aimes, et c'est pas grave si tu trouveras des gens avec qui le partager, et qui le partageront vraiment, qui t'apporteront vraiment des choses, et même humainement, et que t'es finalement pas enfermé dans cette espèce de truc de les otaku, c'est juste des asociaux dégueulasses. A priori, les caricatures, tout voilà, tu peux démarrer sur cette espèce de caricature, mais il y a une tendresse dans la plume comme dans le dessin de Shimokukyo qui te fait aller vers la compassion directe et en plus de vraiment découvrir ce que c'est
vraiment au Japon, quoi, ce genre de club, quoi. Il n'y a pas de le président du club il a le tout pouvoir sur le lycée, etc. Choses qui sont dans tous les animés mais qui n'existent réellement pas du tout, tu vois. Il n'y a pas de réunion sur le toit du lycée, alors que évidemment que non, il n'y en a jamais des trucs comme ça au Japon, quoi. Donc pour avoir une espèce, non seulement culturellement, de vision de ce qu'est la culture manga, animé, jeux vidéo au Japon, c'est super intéressant. Mais en prime, il y a vraiment un aspect humain qui est magnifiquement bien retranscrit, quoi. On peut retrouver, t'as l'impression de parler à des potes, quoi, quand tu lis un manga, c'est génial. Donc gros coup de cœur, mais difficilement trouvable. Ça Donc, s'appelle Genshiken. 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 il nous reste un animé chacun et notre reco au final, et le temps tourne, donc je vais me demander de faire un petit peu plus court, mais quand je vois ce qui nous attend, c'est compliqué, mais tout de même. Alors Menro, c'est parti, c'est pas, après, oui, je dis des gros trucs, ouais, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus énorme ce qui nous attend là, ce que tu vas nous donner, non, c'est pas. Je vais vous parler c'est pas un truc de ouf. Je vais vous parler du petite série qui est juste à l'origine des shonen en Europe, quasiment, qui s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque. Oh, quelle surprise! Voilà, donc vous avez compris que déjà dans Ulysse, il y avait cette importance pour moi d'arriver à trouver l'équilibre entre le passé d'une culture classique et le présent et de ma réalité, de ma génération, de toutes les nouveautés qui pouvaient y arriver, et du coup après Ulysse, donc quelques années après les Cités d'Or qui m'ont ouvert la page donc de l'histoire et de l'aventure, il y a eu les Chevaliers du Zodiaque. Et les Chevaliers du Zodiaque, pour vous dire à quel point j'ouvrais en disant c'est quasiment les premiers shonen qui débarquent en Occident. C'est que moi par exemple je faisais du foot comme toi Fleg, et vu que les épisodes des Chevaliers ils passaient à 17h et que l'entraînement était à 17h15, j'étais en retard au foot. Pas moi, tous les gamins. Tous les gamins étaient en retard, et donc du coup c'est l'entraînement de foot qui a perdu puisqu'ils ont décalé l'horaire, voilà, tu vois, ni plus ni moins. Donc du coup il y a un vrai truc pour ma génération sur les Chevaliers. Après il y a eu effectivement Dragon Ball et compagnie, mais d'abord il y a eu ça. Et alors donc les Chevaliers, aujourd'hui vous pouvez tout regarder sur ADN. 114 épisodes de la série originale des années 80. Derrière il y a l'adaptation d'Hades qui c'est des OAV qui ont vu le jour dans les années 2000, donc bien après, c'est le dernier arc du manga. Et après il y a eu plein d'autres séries, Omega, Saint-Yacho, voilà, qui sont très dispensables parce que c'est pas du tout rendre hommage à l'œuvre originale. Il y a Lost Canva qui a fait des choses pas trop mal avec une vraie envie de faire bien dans un truc, un look plus moderne peut-être, mais ça s'est cassé la gueule au Japon, il n'y aura jamais de suite. Et après il y a tout ce qu'a fait Netflix, ce qui est sorti au cinéma, et ça c'est tout simplement de la merde. Non mais ça on oublie ça, oui. Voilà. Donc je vais aller très vite. Les Chevaliers, ça raconte que l'hypermythe, en une phrase, c'est que les dieux de la mythologie grecque se lattent la gueule tous les 250 ans pour la domination de la Terre. Donc les grands dieux veulent prendre la main sur la Terre, et Athéna est là pour sauver l'humanité et empêcher qu'eux. Et donc Athéna, elle a une garde d'honneur, ce sont les fameux Chevaliers du Zodiaque. 12 armures d'or, 24 armures d'argent, 48 armures de bronze et quelques-unes de on sait pas trop quoi. Et Jean-Mich. Et Jean-Michel. De l'eau. Non, et Tatsumi. de platinum. Et donc du coup, donc voilà, c'est l'histoire de ces personnages, sauf qu'on va arriver sur une génération dans les années 80 où tout ne va pas se passer comme c'est prévu, c'est-à-dire que la réincarnation d'Athéna, à peine bébé, va être attaquée en tant que bébé par un usurpateur qui prend la place du grand chef des chevaliers. Mais qui est cet usurpateur ? Il s'appelle le Grand Pop. Et c'est lui avec un E en plus, hein, puisque c'est un pop, un peu comme un pop orthodoxe, un pop. C'est lui qui donne son nom au site, évidemment, et au Grand Popcast, etc. Donc voilà cette figure qui est très stylisé quand même. Oui, bien, il a de la gueule. Hein, il a une grande cape blanche, un masque noir, des yeux rouges, un casque avec des ailes de chauve-souris argentées, des grandes épaulettes à piquant, des rosaires par-dessus la gueule et une grande chevelure grise jusqu'aux chevilles à peu près. Mais voilà, et donc il y a un complot qui se passe 13 ans avant le début du début de l'animé. Et finalement, Athéna, il y a un chevalier qui va la sauver et l'amener au Japon où un grand bienfaiteur
père va décider de la sauver, l'éduquer et essayer, comme le fameux sanctuaire où sont les chevaliers, une espèce de Valhalla hors du temps, mais dont l'entrée est en Grèce. En gros, comme il est corrompu, mais lui va essayer de réunir une nouvelle garde, la nouvelle génération, essayer de faire en sorte que la réincarnation ait aussi ses défenseurs. Donc ça a l'air un peu complexe comme ça, évidemment c'est pas présenté de la sorte puisqu'on apprend les choses petit à petit, et à partir de là évidemment c'est toujours ces personnages ultra charismatiques avec leurs armures qui se battent la gueule à coups de super pouvoirs où on donne le nom des attaques, c'est hyper important. Et voilà, alors c'est vrai que scénaristiquement la grande toile est bien faite, les combats sont un peu plus expédiés, notamment dans le manga. Alors la série rehausse ça, le trait de Masami Kurumada, l'auteur du manga, est quand même très daté, même aujourd'hui où il écrit la suite dans Next Dimension. Et du coup c'est le design de Shingo Araki et Michi Uemeno dont je parlais tout à l'heure qui va complètement transcender l'animation et faire en sorte que, avec les musiques de Seiji Yokoyama, ça devienne ce que ça a été, et cet héritage là. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je collectionne les figurines des Beatles X, et pas que le X, pas toujours quoi. Et en fait je voulais juste en une phrase vous dire pourquoi est-ce qu'au-delà de tout ça et que de ma génération et de pourquoi j'ai vraiment aimé ça, c'est qu'il y avait pas mal de subtilités, notamment dans les choix de noms ou dans l'iconographie générale. Il y avait pas mal de références, certaines sont évidentes, d'autres sont un peu plus cachées, mais il y a beaucoup de choses qui sont à même les noms des personnages ou qui sont vraiment rattachés à la symbolique. Limite ésotérique, encore une fois, presque à l'occultisme, même par certains moments. Si on prend par exemple le taureau, le chevalier de taureau s'appelle Aldébaran. Aldébaran est une étoile qu'il y a dans la constellation du taureau. Si on prend le chevalier du Verseau, il est français, il s'appelle Camus, comme Albert Camus. Le chevalier du Scorpion, qui est dans la constellation du... Non. s'appelle Miro, avec le R et le L japonais mélangés, et qui rappelle... Parce qu'il est aveugle. Non, parce qu'il est espagnol, comme le peintre Miro. Et donc du coup, il y a tout un tas de références du début à la fin qui jalonnent le truc. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que on va voir tous les personnages grandir au fur et à mesure des épisodes. Et il y a quand même un truc que je connais assez peu. Jusqu'à Naruto, je l'ai jamais expérimenté. Et pourtant, j'en ai vraiment vu pas mal, des animés et tout ça. C'est quand les personnages secondaires de la génération d'avant, donc les adultes, deviennent presque plus charismatiques et plus stylés que les héros que tu suis. Et alors ça, les Chevaliers d'Or, absolument le truc indépassable, que même, voilà, on est obligé de les rappeler sans arrêt, tellement que l'arc des Chevaliers d'Or dépasse largement tout le reste, même si sur Asgard, il y a d'autres trucs qui sont vachement bien et tout ça, mais on en reparlera une autre fois. Et tout ça, que ce soit Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or et les Chevaliers du Zodiaque, vous avez des articles siglés L'enfance du pop, fait par Amenro qui développe pas mal, et voilà, pour retrouver toutes ces références et voilà, voir si c'est votre cam, tout simplement. Ça se retrouve pour le coup assez facilement encore aujourd'hui. Oui, et, sur ADN il y a tout. Si c'est pas sur des plateformes, que ce soit pour Ulysse 31 ou les Cités d'Or, vous avez à minima des coffrets. Oui, ça aussi ça fait dater, mais on est dans un podcast qui va chercher loin en arrière, mais ça se trouve quand même en physique dans des bonnes éditions. Pour ma part, je vais encore une fois partir sur quelque chose de beaucoup plus récent et que je vais pas dire beaucoup plus connu, mais qui est devenu très clairement un vrai marqueur de son temps. J'ai continué un peu ma découverte des shonen, on va dire grand public. Je suis jamais plongé dans One Piece ou dans Bleach ou Fairy Tail ou quoi que ce soit. C'est Naruto qui a remporté pour moi cette bataille-là, parce que c'était diffusé à l'époque sur Game One. Mais aussi en parallèle, et là aussi ça avait commencé sur MCM avant que je prenne le train depuis le début un peu plus tard. C'est clairement pour moi ce qui a vraiment fait le coup d'un énorme électrochoc, c'est les Full Metal Alchemist et ensuite Brotherhood qui est venu un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce que j'étais, pour moi, convaincu, en tout cas engoncé dans cette formule un peu qui est que ce soit via Dragon Ball Z ou Naruto, qui étaient les deux exemples de shonen on va dire super héroïques que j'avais, il y avait toujours ce truc où ça moulinait, on venait te rappeler pendant 10 minutes ce qui s'était passé pendant l'épisode précédent, et t'avais 5 minutes où il se passait quelque chose, puis 5 minutes sur place qui teasait ce qui allait à venir. Et en fait, ça avançait, mais à 2 à l'heure. Et pareil, un peu dans Naruto, avec en plus tous les fillers qui étaient diffusés. Pareil, des combats qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place, etc. Des périodes un peu moins intéressantes. Full Metal Alchemist, ça m'a vraiment fait l'effet d'une bombe, parce que dès le départ,
ça part et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, chaque épisode fait avancer l'histoire, chaque épisode voit les héros confrontés à un nouvel événement, une nouvelle péripétie, faire rencontrer de nouveaux personnages, avoir... Il n'y a pas un truc qui est inutilisé. Ah mais voilà, c'est ça. Tout est vraiment important pour la suite de l'intrigue. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'était pas exactement ce sur quoi se basaient les shonen, en tout cas animés à l'époque. Sûrement que les mangas faisaient avancer l'histoire beaucoup plus rapidement, mais dans l'animation, il y avait toujours cette idée de faire étirer un petit peu les choses en longueur. Pas du tout Fullmetal Alchemist. Alors qu'est-ce que ça raconte en gros? C'est l'histoire de deux frères, Alphonse et Ed, qui très tôt essayent de faire revivre leur mère dans un monde où l'alchimie existe. Mais l'alchimie, bien sûr, il faut pouvoir donner quelque chose pour avoir quelque chose d'autre en retour. Il y a toujours cette notion de sacrifice égale récompense. L'échange équivalent. Exactement. Et donc en essayant de faire cette manipulation interdite, puisque il y a malgré tout quelques règles dans l'alchimie, dont celle dont ne doit pas faire revenir les morts, l'un va perdre son corps tout entier qui va être transposé dans une armure de 2,50 m de haut, et l'autre va perdre son bras gauche et sa jambe droite, ou l'inverse, mais en tout cas ils vont payer directement le prix de l'expérience interdite qu'ils ont essayé de faire, et à partir de là, les deux frères vont essayer d'intégrer une académie pour devenir eux-mêmes de puissants alchimistes et à partir de là une académie, ils intègrent l'armée. L'armée, ok, ouais, carrément. Et ensuite être amené. Ça change beaucoup de choses. Être amené d'incidence. Académie militaire. Pardon. Académie militaire, effectivement, être amené de péripétie en péripétie avec des personnages qui vont s'imbriquer. Il y a leur père aussi qui va revenir dans l'histoire. Ils vont rencontrer des créations qui, encore une fois, sont issues un peu d'expériences plus ou moins Oni. Et voilà, il y a ce parcours de héros assez classique sur un fond shonen, mais qu'est-ce qui faisait que pour moi ça marchait particulièrement bien? C'était le mélange du steampunk, où il y a toute cette espèce d'imagerie, et l'animation était hyper chiadée aussi par rapport à certaines autres séries qui peuvent être un peu expédiées avec les moyens du bord. Là, c'est vraiment, on a une qualité d'animation encore plus sur Brotherhood, je trouve, qui est vraiment dans le top de ce qui se faisait à l'époque, et qui, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, mais qui je pense n'a pas pris une ride aujourd'hui. Et on avait un mélange de ce steampunk là et de la fantasy, puisque l'alchimie, l'échange équivalent. Et puis le décor, c'est pas l'héroïque fantasy, il y a un côté victorien. C'est victorien, c'est début 19e, un truc comme ça. Quoi. On est dans le steampunk, clairement, avec des machines qui fonctionnent donc à la vapeur, etc. Et c'était pour moi vraiment la prise de conscience qu'il existait autre chose, c'est-à-dire pas juste un animé avec des adolescents qui se gueulent dessus et tout, mais juste des thématiques beaucoup plus matures, et ça tapait directement. Tout le monde a en tête ce fameux épisode avec le petit chien et la petite fille qui arrive, c'est l'épisode 3 ou 4, enfin c'est quelque chose qui arrive très très tôt dans une série qu'on comporte 51 pour l'Alchemist et 64 pour Brotherhood, qui est en fait une transcription beaucoup plus fidèle au manga que ce qu'était la première adaptation. La première adaptation, le manga n'était pas terminé, donc ils ont inventé une fin. Voilà. Alors que Brotherhood, là, pour le coup, ils suivent le manga jusqu'au bout. Et ça se ressent, même au départ, il y a peut-être 5-6 épisodes qui sont quasi les mêmes entre les deux séries, et puis très vite, Brotherhood prend une trajectoire très différente. Mais il y avait pour moi ce côté beaucoup plus in your face, avec des personnages qui étaient confrontés vraiment à des choix cornéliens tout le temps, avec des personnages qui eux-mêmes vivaient des choses très difficiles, avec ce côté interventionnisme de l'armée qui n'hésite pas à utiliser d'autres méthodes pour arriver à leur fin, et des personnages qui se veulent comme vertueux, en fait se retrouvent à littéralement claquer des doigts et faire brûler 12 mecs d'un coup. Donc il y a pris dans les machinations de l'armée, alors que ce n'est pas forcément leur propre valeur, sauf que t'es un chien de l'armée, donc tu dois y aller, quoi. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans les Titans après, en termes de setup. Oui, il y a vraiment un sous-contexte politique hyper marqué, avec des personnages qui sont amenés à faire des choix pour le bien du royaume, ou en tout cas de grandes machineries qui les dépassent, avec eux deux frères qui s'imbriquent dans cette grande histoire en faisant des choix qui ont des conséquences beaucoup plus importantes que leur propre histoire, et une galerie de personnages. Je disais ces personnages qui sont sujets créés à partir d'expériences. On découvre tous les homonculus qui sont eux-mêmes des retranscriptions des 7 péchés capitaux, et qui arrivent à avoir des personnalités comme même c'est les archétypes. On arrive à te faire avoir de l'empathie pour ces personnages-là. Enfin, c'est
pour moi, c'est quasiment, en tout cas de ce que j'ai vu, j'en ai pas vu autant que vous deux, mais pour moi, c'est le shonen ultime dans la manière Totalement d'accord. d'imbriquer ses thématiques avec son contexte et une animation qui déboîte et qui, je trouve, ne perd jamais en qualité. Et ce simple constat de sacrifice, récompense et jusqu'où tu es prêt à aller pour d'une manière générale, c'est pas tant assouvir tes rêves, c'est pas tant une histoire d'ambition, mais il y a aussi un côté par amour, par amitié, par amour fraternel aussi, pour des personnages qui se battent pour leur famille, il y a énormément de niveaux de combat et d'enjeux. Et je trouve que tout ça s'imbrique à merveille, quoi. Enfin, c'est un super souvenir. J'ai plus exactement les détails de toutes les intrigues, mais pour moi, ça se tenait du début à la fin, et je trouve que ça n'a jamais baissé en qualité, quoi. Et ça devient même de mieux en mieux, je trouve, au fil des épisodes, quoi. C'est Zone de Gris, la série, avec 64 épisodes de je sais exactement où je veux aller depuis le début, et tiens, prends ça dans la gueule, et ça, tu pensais pas que ça allait venir, ça va venir. Ça, tu croyais que c'était un détail, non, c'est super important au milieu. Ok, et genre tu croyais que ça allait être une happy end. Voilà, c'est magnifique, mais toujours avec beaucoup de sentiments derrière et de douceur. Il y a on sent que la mangaka, parce qu'il faut aussi souligner que c'est un des rares shonen qui a une mangaka derrière, adore ses personnages en fait, malgré tout ce qu'elle leur fait subir, elle les adore, quoi. C'est difficile de trouver des personnages là-dedans que tu n'aimes pas, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs propres motivations, leurs propres objectifs, et ils sont écrits, mais à la perfection, voilà, ils quoi. sont tous chacun traités à la bonne hauteur. Il y a personne que je trouve qui est laissé pour compte, et comme tu l'as dit, c'est tellement tout en zone de gris que en fait, il y a le seul personnage que je pense qui est over the top, c'est le militaire à moustache et à gros bras qui peut pas résister à l'envie de se foutre torse-poil tout le temps et de montrer ses muscles. Mais même lui, je trouve, il a une trajectoire qui est hyper folle, parce qu'il est capable de tout d'un coup de devenir ultra sérieux et de s'engager pour une cause quand il juge qu'elle est juste. Enfin, tout est écrit vraiment sur le fil, et ça tient debout de bout en bout, quoi. La série Full Metal Alchemist tout court est dispo sur Netflix, les 51 épisodes. Par contre, Brotherhood, c'est plus compliqué. Ouais, ça a été sorti du catalogue, tristement. Je pense qu'il y a une autre, il y a peut-être Crunchyroll ou ADN qui l'a récupéré. ADN, non, j'ai regardé pendant que justement on en parlait là, pour être sûr. Mais il doit être récupérable quelque part. Mais c'est un peu la version ultime, hein. Si vous en avez une à regarder entre les deux, privilégiez Brotherhood. Voilà. Otaksu, on finit avec toi, en tout cas pour les recos personnels. Du coup, je vais aller assez vite parce que c'est assez facile à expliquer. Alors, pour vous expliquer quand même le contexte dans lequel j'ai découvert Serial Experiments Lain, qui globalement, si je me souviens bien, n'a été diffusé en France que par le biais des coffrets VHS dans la fin des années 90, voire début 2000. Serial Experiments Lain, c'est plus ou moins ce que je vous disais sur Dotax Sign d'anticipation, etc. Sauf que là, prenez le cyberpunk, mettez-y un thriller psychologique absolument dégueulasse, et la série démarre par un suicide d'une jeune adolescente. Voilà. Donc globalement, c'est un truc que j'aurais pas dû regarder gamin, parce que c'est un vrai pur seinen, sauf que en fait le logiciel que j'utilisais pour télécharger les animés Fantrad, qui avait été développé par une communauté précise, avait les images de Serial Experiments Lain en fond en fait du logiciel, et c'est là où j'ai découvert du coup la plume, enfin pas la plume, le trait, le pinceau de Yoshitoshi Abe. Yoshitoshi Abe qui a vraiment un trait extrêmement particulier. Abe, oui, pardon. Oui. Qui a un trait très particulier, très expressif, mais comment dire, expressif et sale à la fois, quoi. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ces personnages. C'est les yeux. Ouais, voilà. Il y a le regard. Et pour vous dire un petit peu ce qu'est... pour essayer de vous expliquer cette série qui n'est qu'en 12 épisodes, donc je n'ai pas envie de vous spoiler vraiment les choses parce que ça va très vite. Imaginez juste une petite gamine... absolument irréprochable, absolument aucun problème, juste extrêmement timide, pas beaucoup d'amis, mais ça va, n'est pas portée sur l'outil informatique. Là on parle de l'outil informatique avec des CRT partout, des câbles, voilà, cyberpunk vraiment dégueulasse. Et puis petit à petit tu te rends compte qu'en fait elle a une double personnalité, quoi.
il y a elle, puis il y a une meuf absolument dégueulasse qui se trimballe sur Internet, qui manipule absolument tout le monde, qui fait partie d'un énorme groupe qui est clairement un complot absolu de maîtrise, qui va dans des soirées, pas des soirées, mais des boîtes de nuit bien dégueulasses tokyoïtes, dans des ruelles malfamées, prend des drogues qui accélèrent son flux visuel, etc., etc. Et petit à petit, tu démêles un complot étrange, tu te rends compte que sa famille, est-ce que c'est vraiment sa famille au final? Mais du coup, elle vient d'où? Est-ce que c'est vraiment une humaine? Il y a plein de questions comme ça qui font appel à la technologie de l'époque, donc vraiment CRT, cassette, mais crade, quoi, tu vois, tu peux voir un SDF se trimballer avec grosse beubare, des lunettes qui lui envoient des images alors qu'il a genre plein de VHS, un énorme ordi collé comme ça, qui t'envoie des pamphlets d'un dieu numérique, tu vois, où tu sais pas exactement où ça va. C'est dégueulasse, c'est cru, mais ça te met quand même face à ce que peut être aussi le numérique dans ce qu'il y a de plus sale, et il y a un vrai thriller super bien construit derrière qui te parle d'une société secrète, quelque part derrière tout ça, mais où la finalité n'est pas l'argent, la finalité c'est le contrôle de masse, quoi, finalement. Et donc tu te démêles ça au fil de 12 épisodes. Il m'a fallu au moins 3 fois pour vraiment comprendre tout le truc, mais ça te met des frissons d'angoisse, parce que tu peux tout retracer vers quelque chose que tu sais très humain, et quelque chose que tu sais de la technologie, quoi. Genre, oui, ça peut fonctionner comme ça, en fait. Même quand t'as pas les connaissances que j'ai, tu sais, quoi. Et là, c'est exactement pareil. Serial Experiments a réussi à vraiment... Serial Experiments Lain, pardon, a réussi à vraiment voir les trames de ce qui pouvait se passer, à tel point que 2023, tu peux regarder et c'est encore actuel, quoi. À part que tu as cette esthétique cyberpunk qui est quand même vraiment tributaire des années 80 dans ce qu'elle affiche. Ça fait énormément penser à Akira sur beaucoup de choses. T'as le trait de Yoshitoshi Abe qui est absolument incroyable. T'as une ambiance musicale qui est folle, ou même une ambiance juste audio où tu entends les lignes d'électricité, tu vois, qui buzzent pendant que tu as des ombres qui commencent à se transformer, devenir un petit peu kaléidoscopique. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant dans cette série où tu t'en sors pas indemne, quoi. Tu citais Akira là en comparo un peu. Moi, ça me fait penser, tel que tu en parles, à tout ce qui est body horror de Cronenberg. C'est ce que j'allais dire. Il y a ça et Tetsuo. Oui. J'ai oublié le nom du réalisateur japonais, mais qui avait même poussé ce truc de body horror encore plus loin, où c'était vraiment la fusion pure et simple de l'homme et de la machine, avec des câbles et vraiment des ordures qui lui sortent un peu de il n'y a pas partout, de ça, quoi. Du tout. Il n'y a pas de fusion. En fait, quand on parle de transhumanisme à l'aune de Serial Experiments Lain, c'est vraiment uniquement psychique, en fait. C'est transvasé. En fait, si tu veux, le premier épisode démarre par un suicide. Pourquoi ? Parce que la meuf en a marre de sa vraie vie et veut se barrer sur Internet. Et ce qui démarre en fait ce scénario, c'est que donc l'héroïne, qui s'appelle Lain évidemment, de Serial Experiments, Lain reçoit un email de cette camarade de classe qui l'invite à la rejoindre après sa mort. Ouais, d'accord. Et ça démarre tout un truc, quoi, tu vois. Sauf que premier épisode, t'as ce suicide-là, t'as un suicide dans le métro, donc ça te parle aussi de quelque part du désespoir de la jeunesse japonaise à cette époque-là aussi, tu vois, de cette espèce d'envie d'abandon. On est arrivé sur la fin du miracle japonais aussi. Ouais, complètement, le miracle technologique. Et comment finalement la high-tech et l'évolution technologique a pu empirer les pires traits de l'être humain quelque part dans énormément d'aspects, avec un complot overarching où tu ne comprends vraiment à quel point ça va extrêmement loin, que ce soit dans l'évolution technologique et ce que ça peut, comment ça peut vriller pour l'humanité, que psychologiquement, comment ces outils peuvent finalement nous faire vriller nous-mêmes, quoi. C'est assez dur à regarder, mais c'est aussi graphiquement incroyable, et j'ai jamais revu une seule série qui allait aussi loin, quoi. Et je vous le recommande plus que tout. C'est le premier truc que j'essaie de montrer à quiconque me demande qu'est-ce que tu veux regarder, etc. Pour moi, c'est un truc que tout le monde devrait regarder, en vrai. Une bonne pépite méconnue du thriller psychologique cyberpunk. Voilà.
Exactement. Eh bien, Plus ni moins. voilà, tout simplement. On va terminer avec bien notre reco commune. Qui finalement Une recommune. qui est une recommune tout à fait qui va chercher un petit peu dans tout ce qu'on a déjà parlé, hein, savoir c'est vraiment le mélange d'affluence absolue, le potpourri qui va taper aussi bien dans la science-fiction que dans le western, que dans le film noir, que dans le film d'horreur, avec un côté esthétique indéniable. On va parler de Cowboy Bebop qui veut commencer? Menro, peut-être. Pourquoi déjà? Bon, c'est quelque chose qui nous rassemblait par le fait que justement ça va chercher un petit peu partout. Mais toi d'abord, quel titre ça te parle? Ouais, moi, comme je disais en ouverture, hein, c'est que j'avais ce rapport au VHS acheté par correspondance et que j'ai connu Cowboy Bebop comme ça aussi. C'est-à-dire que j'avais mes cassettes d'Evangelion, j'avais mes cassettes de Lodos, et tout d'un coup, il y a eu du Cowboy Bebop qui a émergé très rapidement de ce côté-là. Et en fait, dès le générique, et quel générique? Okay, ouais. Ok, 3, 2, 1, let's jam. C'est du jazz band. Ouais. C'est du bebop quoi. Enfin, c'est monstrueusement bien foutu, sans être révolutionnaire. En tout cas, pour un générique d'animation japonaise, ça l'est. Et c'est déjà annonciateur de tout ce que va être la série. C'est-à-dire, comme tu disais, un pot pourri, mais voilà, j'aime bien le mot syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu religieux aussi, du mélange un peu anarchique et cafouillis de plein de trucs digérés pour en faire sa propre sauce. Et c'est ça que je trouve hyper fort dans Cowboy Bebop, c'est que on pense que en ayant vu le premier épisode, on va avoir 20 autres épisodes du même genre, mais non, à chaque fois, on est amené ailleurs, dans des thrillers psychologiques, dans des huis clos, dans des trucs complètement fous qui font appel à des références de grands classiques de la littérature occidentale. On va être tout de suite dans un western, et puis tout d'un coup dans un truc de chasseur de primes, et puis tout d'un coup dans un... Enfin, voilà. Et ça n'arrête pas de changer, et en ça j'ai revu quelque part avec beaucoup plus de légèreté et de sautillance, je sais pas comment le dire autrement, mais ce qui était déjà Star Wars, c'est-à-dire le western de l'espace. Donc, c'était une des grosses influences de Cowboy Bebop, et c'est un truc qu'il faut pas sous-estimer, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est un given, c'est normal que tous les créateurs soient influencés par la culture populaire mondiale, mais il faut voir qu'à l'époque de Cowboy Bebop, c'est une absolue rareté qu'un créateur japonais s'affiche sur une création purement japonaise avec des influences qui sont américaines. Généralement, l'influence américaine dans la culture japonaise à cette époque-là, c'est tout ce qu'il y a de plus négatif. C'est l'occupation de l'armée après les deux Fukushima, Nagasaki. C'est la peur de la bombe Hiroshima, merci. C'est la peur de la bombe atomique, c'est toute la censure qui a été poussée par les Américains, notamment sur la pornographie, ce genre de choses. Bref, quand on parle de l'Amérique, c'est tous des connards, et souvenez-vous, nous, les Japonais, à quel point on a pris cher suite à ça, quoi. À quel point ils ont fait mourir notre culture. Alors que Cowboy Bebop, c'est le premier qui arrive en disant « J'ai regardé, c'était trop cool, viens, je fais un mix de tout, en fait. » Et c'est ultra frappant à quel point il y a un amour de tout, en fait. C'est une espèce de... c'est pas un pardon, évidemment, hein, parce qu'il y a aussi sont traités dedans les influences négatives de ce genre de choses, mais ils traitent de tout sans se limiter, quoi. Alors, juste avant que tu reprennes la parole, Fleg, on parle bien évidemment de la série animée des années 90, et pas de l'adaptation Netflix qui n'était ni faite ni à faire. Si vous vous êtes arrêté complètement blasé au premier épisode de la série Netflix, en vous disant c'est ça Cowboy Bebop, franchement voilà, non. Oubliez tous vos a priori et ce que vous avez pu voir dans cette série ratée, et allez voir le dessin animé original, c'est hyper important. Et l'autre truc, c'est que je parlais du générique et de l'importance de ce générique. Il y a la chaîne YouTube Piano Jazz Concept de Étienne Guéraud, qui est un jazzman incroyable, qui fait de la vulgarisation pour expliquer la musique. Et il a fait tout un épisode dédié à la musique de Cowboy Bebop.
allez-y, que vous soyez musicologue ou pas, c'est juste un très grand moment à passer. Parce qu'elle valait bien le coup, quoi, clairement. Et d'autant que, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la série Netflix, que ça a au moins permis à ce que la série animée de base revienne sur le devant de la scène, en tout cas soit elle aussi disponible sur Netflix. Et il y a, un peu comme ce que tu disais avant, un peu comme pour Ulysse 31, Les Cités d'Or, etc., il y a 25 ou 26 épisodes. Donc ça se regarde très très facilement et c'est disponible surtout très très facilement, là où ça n'a pas été le cas pendant un bon moment. Tu parlais de la musique, de toute façon c'est ça qui t'accroche dès le départ, parce que le générique non seulement la musique est entraînante, mais surtout le générique est ultra stylisé. Et moi c'est ça, je pense que c'est ce qui m'a accroché et c'est ce qui a fait que j'y suis resté. Après il y a aussi les thématiques, et je pense que les influences je les ai comprises ou en tout cas absorbées un petit peu plus tard. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert à l'adolescence par hasard, encore une fois sur Canal, et puis avec une de mes premières payes j'ai dû m'acheter le coffret DVD avec tout, quoi, pour pouvoir enfin tout découvrir dans de bonnes conditions. Mais moi c'est ce côté, c'est cette esthétique, quoi, avec ces personnages ultra charismatiques, que ce soit Spike ou n'importe lequel des autres membres du Bebop, puisque c'est le nom du vaisseau. Et ce mélange entre influence jazzy, harmonica. J'ai il y a pas longtemps trouvé un coffret vinyle de 4 vinyles de la musique de Cowboy Bebop, et je me l'écoute mais avec grand plaisir, et tout de suite ça me renvoie vers les différentes thématiques qui vont elles aussi justement piocher à la fois dans le western, dans le film noir, et ça renvoie à une imagerie tout de suite. Rien que la musique est hyper référencée à ce niveau-là, et s'accompagne de cette animation qui est un peu Spike avec vraiment ce côté, mais les autres aussi, ce côté désarticulé, dégingandé, dansant. Enfin il y a quelque chose, c'est des longues jambes fines où c'est animé à la perfection aussi, hein, donc il y a ça qui joue beaucoup quand même dans l'esthétique de Cowboy Bebop, avec des épisodes qui portent souvent des noms en rapport en plus à la musique. Et c'est moi aussi ce qui m'a attiré, c'était ce lot d'épisodes indépendants avec un tout petit fil rouge au début et vaguement à la fin. Enfin voilà, il y a quand même un espèce de grand antagoniste encore plus charismatique, vraiment over the top complet, avec une épée interminable, une longue crinière. Enfin c'est ultra romantique en plus à ce niveau-là. Ça a même pioché là carrément dans le côté gothique, avec des trucs, le mythe du vampire, un peu. Ouais, voilà, des trucs en noir et blanc avec des notes de rouge un peu partout, côté sacrifice. Enfin ça va piocher partout. C'est pas subtil pour un sou, hein. Et je pense que si t'es très très attaché à chacun de ces styles et tu te dis mais c'est quoi en gros cette série qui va aller chier sur moi, ce que j'aime c'est le western, et puis là ça va prendre ça mais ça en fait un truc complètement avec les codes du manga et de l'animé quand même. Il y a un côté montagne russe, il faut accepter de monter dans le train, de se laisser porter, hein. C'est sûr que si t'es en rétention et que t'as pas envie de la descente, ça va pas bien marcher. Il y a un épisode que j'adore mais que tu peux enlever de la série, ça change rien, c'est l'épisode Alien The Thing, avec le truc qui vient du frigo, qui prend vie et qui finit même par tous les tuer. En fait ils meurent tous. Enfin, c'est un truc qui est tellement, techniquement tu pourrais te dire que le reste c'est une espèce de rêve, qu'ils sont censés être morts tous à la fin, mais c'est juste un épisode, ils se sont fait un kiff, on va dire, on va rendre hommage de notre manière à ces films d'horreur là. Donc parfois c'est un peu compliqué de trouver une espèce de cohérence là-dedans, mais malgré tout, encore une fois, c'est l'esthétique qui arrive à recentraliser tout ça. Et enfin c'est un souvenir absolu qui me reste en tête, et c'est la conjugaison de tout ce que j'aime voir en animation, quoi. La cohérence, je la retrouve justement dans cet univers, c'est que tous les épisodes peuvent se voir indépendamment, tu prends un kiff, t'as pas besoin d'avoir le fil rouge finalement, même si tu le comprends, mais on te le force petit à pas, petit, quoi. Il y a des petits jalons quand même. C'est les chasseurs de primes, ils ont des missions, et voilà. Et ça tourne mal. Ouais. Oui, voilà, la base, quoi. Mais on te force même pas, je trouve, quand tu regardes Cowboy Bebop, à quelque part essayer de voir au-delà. On te donne juste un espèce de terrain de jeu sur lequel les créateurs s'amusent eux-mêmes, et toi aussi, quelque part, tu t'es invité à créer tes propres histoires avec Spike, avec Faye, avec tous ces gens-là, parce que ils arrivent en des temps très limités, des poches de scénarios qui ne sont même pas des arcs, quoi, c'est vraiment un épisode,
à te faire comprendre l'intégralité de la personnalité de tout le monde, l'intégralité de l'univers, comment il fonctionne vraiment. Et il y a beaucoup de faux semblants, hein. Si on s'arrête juste au look très sexualisé de Faye, donc le personnage féminin, et qu'on va pas chercher derrière à creuser, enfin c'est sûr que ça peut être un peu choquant, surtout en 2023, mais au-delà de ça, il y a quelque chose, il y a des raisons à tout, et c'est là où c'est assez intéressant pour le coup. Et puis surtout, c'est pas juste un épisode qui va aller piocher dans une influence à l'occidental, il y a jamais une construction qui est décalquée d'épisode en épisode. Il y a quand même à chaque fois une recherche de la surprise, d'adapter le ton de l'épisode au genre qui est repris, et avec une très bonne rythmique à chaque fois, mais qui n'est jamais foncièrement la même. Enfin, c'est toujours surprenant. J'aime bien, moi, faire des métaphores culinaires. Vous vous souvenez, dans d'autres épisodes, j'en ai fait mes choux gras. J'aime bien dire que c'est un menu fusion. Cowboy Bebop. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris du canard du sud-ouest et qu'on a mis du wasabi dessus, et que par le truchement d'un miracle d'une sauce aigre douce et d'un bout de mangue, ça marche. Tu vois, tu peux pas, mais ça marche. Mais c'est un peu ça. Mais j'irais au-delà de trucs, enfin pas au-delà, mais je rajouterais à ça que c'est un menu fusion où quand tu l'as terminé, t'as envie de cuisiner chez toi et de tester tes propres trucs en fait. Parce que l'univers de Cowboy Bebop, et ce que je trouve assez bien réussi, c'est que même si tu as un final, pour ainsi dire, tu as un début et une fin, il y a une espèce de torpeur, je trouve, qui te laisse te dire, fais ce que tu veux de ça, quoi. Tu t'es pas obligé de suivre notre scénario. Si tu veux imaginer Spike après, partir dans d'autres trucs, fais-le, il n'y a pas de problème. Genre, c'est une invitation à rêver dans cet univers-là aussi, quoi. On t'a vraiment créé un terrain de jeu. Éclate-toi. Et puis surtout, il y a des références directes évidemment, mais c'est jamais. Elles suffisent pas à elles-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que c'est. C'est pas l'épisode de la référence, quoi. C'est ça. Enfin, tu vas chercher dans une idée d'imaginaire collectif. Et parce que justement il y a ce côté très, très japonais où on va prendre les grands stéréotypes et on va les mettre à notre sauce, mais c'est leur vision de ce truc-là. Donc même si t'es pas forcément fan de western, que t'as jamais trop vu de films noirs des années 40, tu vois, t'as au moins une idée de l'imaginaire que ça convoque. Et quand tu vois cet épisode, tu fais oui, c'est un peu comme ça que je m'imagine. Il y a un côté assez caricatural et stéréotypical, mais même si justement le côté film noir, le personnage, c'est un des épisodes que j'adore d'ailleurs, avec un gamin qui joue de l'harmonica et qui en fait a son propre arc et qui a son propre passé tourmenté à lui, et qui va justement oui, ok, on te reprend ça, mais derrière on va te rajouter une petite touche à la japonaise, surtout de l'émotion là où tu t'y attends pas, et ça marche d'autant mieux, quoi. Et de l'humour, n'oublions pas, parce que c'est calme et drôle. Il y a un corgi super intelligent. Mais tu prends, voilà, tout simplement, genre, c'est des chasseurs de primes, ils regardent les résultats les primes des gens qui ont été arrêtés, tout ça. C'est présenté comme un show télé. Donc dans le show, il y a un show avec une cowgirl super girly en mode vraiment idol japonaise. Et un cowboy qui raconte ça façon Far West, hyper caricatural, et c'est ni plus ni moins que ce que faisait Verhoeven dans ses spots de propagande dans Starship Troopers, et que reprendra Starcraft 2 dans son JT quand tu fais la campagne avec Raynor des Terran. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est et ça c'est juste une touche, ça revient des fois, mais ça participe à la construction de cet univers et de toutes ces références croisées en fait. Et moi ça m'a donné ce goût justement pour cette construction d'épisodes plus ou moins indépendants qui débouchent sur autre chose. Enfin, c'est Shinichiro Watanabe qui est le créateur de Cowboy Bebop, on l'avait pas encore cité, qui fera plus tard Samurai Champloo, qui est grosso modo qui reprend la même construction et qui part du principe que et si on retranscrivait l'imaginaire hip-hop dans le Japon féodal, avec un personnage qui a une quête qui l'amène à traverser tout le pays. Alors en plus il y a ce côté-là, on te fait découvrir, c'est plus pour le coup une déclaration d'amour au Japon avec un parti pris qui le faisait kiffer sur le moment, et une bande son de Nujabes qui est absolument incroyable aussi une bande son de Fou Furieux, et pas créée par Watanabe mais qui est un peu à la même époque et un peu dans le même style. Moi ça m'avait ouvert les portes aussi vers Trigun, qui est aussi beaucoup plus western pour le coup, mais qui est une succession pareil de déambulations où tu rencontres des personnages et avec un fil rouge assez peu important et
qui se contient en une vingtaine d'épisodes, quoi. Mais outre les qualités intrinsèques même de l'œuvre même Cowboy Bebop, ce qui fait qu'on en parle comme le numéro complémentaire aujourd'hui, c'est parce qu'il est vraiment au croisement de nos générations. Oui, aussi. Si vous nous écoutez depuis le début, vous avez vu qu'on parle chacun d'un temps de notre passé et qui se situe dans des décennies différentes. Et là, on a quelque chose, c'est-à-dire que moi, je suis encore assez open-minded et fan d'animation japonaise pour être encore dedans comparé à Yu-Gi-Oh! Où là, par contre, là, je suis passé complètement à côté, j'étais sans doute trop vieux. Et à l'époque, et vous êtes assez adulte, assez ado pour pouvoir apprécier le truc. Donc on a vraiment ce moment de fin des années 90 où on se croise. Et tu parles de Trigun, et pour ça qu'on parlait de. Moi j'ai cité Evangelion aussi tout à l'heure, mais c'est ce moment-là charnière juste avant le Big Three en fait. Et même au-delà de ça, je pense qu'on peut quelque part citer Cowboy Bebop comme pop culture l'animé, quoi. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'aime pas les animés s'y retrouvera parce qu'il y a assez de références à plein d'univers de la pop culture. Et quand je parle d'univers, c'est vraiment des univers graphiques ou des archétypes communs que vraiment n'importe qui peut s'y retrouver. Ça, je sais que je peux le présenter à mon daron, je peux le présenter à ma sœur, je peux le présenter à n'importe qui, il kifferait de ouf, quoi. Oui, et puis même si on a forcément chacun des épisodes préférés, d'autres qui nous parlent moins en fonction des thématiques, et c'est pas... J'aime pas beaucoup le premier, par exemple, moi. Le premier, je trouve que c'est pas la meilleure façon de mettre le pied à l'étrier pour quelqu'un qui tu voudrais intéresser au truc et qui est pas sensible à tous ces univers. En fait, le premier, il pourrait ne pas être le premier, que ce serait un peu pareil. Enfin, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas encore fait, elle arrive un petit peu plus tard, mais oui, c'est vrai que voilà, il y a des... Enfin, tu peux aller piocher dedans et en ressortir avec une vision presque, ça te donne aussi, justement, si t'es pas fan d'animé à la base, ça peut te donner une vision de ce qu'il y a dans la tête des créateurs d'animé japonais, dans le sens où eux-mêmes ils vont aller piocher là-dedans, et si vraiment t'es allergique à l'esthétique japonaise, caricaturale, cheveux de tous les couteurs, ils ont été piochés là-dedans, quoi. Oui. Il y a eu un avant, un après, clairement. Mais voilà, si t'es allergique à l'esthétique japonaise, caricaturale, cheveux de toutes les couleurs, lycéenne et robots géants, je ne sais quoi, tu peux y trouver ton compte. Voilà. Là, c'est pas ça du tout, quoi. Exactement. Et ben voilà, on a fait le tour, hein, messieurs. C'était un épisode bien plus long que prévu, mais ça se voit. On a parlé avec le cœur, ça se. On va peut-être le couper en deux, celui-là. Ouais. On espère surtout que ça vous a plu. Venez nous dire vous de votre côté, les animés japonais qui ont marqué votre enfance. On se doute que tout le monde dans notre audience ne fait pas partie de la même génération, donc on est curieux justement de savoir comment vous vous inscrivez là-dedans. Est-ce que vous avez découvert l'animation par la même chose que nous ou pas? Est-ce que c'est des choses que vous avez suivies? Est-ce que vous avez été plus marqué par des choses que nous on a mis un petit peu de côté, et quelles sont vos influences qui ont fait naître votre appétence pour la pop culture aujourd'hui? Ne me laissez pas tout seul avec mes 3 choix qui sont super deep cut. Ouais, dites-moi qu'on est au moins 2, quoi. Je sais pas. Balancez-nous des trucs moins connus. On ira chercher ça derrière. Aujourd'hui, Otaksu était RT. Et voilà, venez nous le dire en commentaire un petit peu partout, hein, sur les réseaux sociaux, sur le Grand Pop sur Twitter, sur Instagram. Venez nous donner vos recos tout simplement dans notre Discord, ou en commentaire directement sur les plateformes de podcast de votre choix. On est un petit peu partout, sur YouTube même, allez-y. Et bien maintenant que j'ai dit ça, c'est à vous, messieurs, que je demande où est-ce qu'on peut vous retrouver. On va commencer par Otaksu. Eh bien, moi, on peut me retrouver sur youtube.com/otaksu, OTAXOU, pour des vidéos high-tech en folie. Sinon, sur les réseaux sociaux, @otaksu à peu près partout, sauf sur TikTok, où je suis à otaksu.lgp, comme le Grand Pop. Menro. Moi, c'est facile, c'est @menro, MENRAW. Vous pouvez me follow sur tout l'ensemble des réseaux sociaux et me retrouver vocalement ou ma plume sur le Grand Pop. Et de mon côté, c'est @notphlegmatic sur Instagram et phlegmatic_ sur Twitter, ou bien voilà, je relais aussi tout ce que les podcasts de Le Grand Pop et les articles qui sortent chaque semaine sur legrandpop.fr sur l'ensemble de la pop culture. Eh bien, on vous dit à très vite. On vous donne rendez-vous le mois prochain. On a déjà prévu, d'ores et déjà prévu, un numéro sur le prochain film d'un certain David Fincher. Je ne sais pas si ça vous parle, entre autres choses. Et voilà, on espère que vous serez au rendez-vous, et on vous dit à la prochaine. Bisous. Des bisous. Ciao, ciao.